Donc, on va passer à la deuxième partie de cette section. Et donc, on a le plaisir d'entendre Philippe Pochet, donc directeur général de l'Institut syndical européen, professeur aussi à l'Université catholique de Louvain et chercheur associé au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail à Montréal, qui a été 16 ans directeur de l'Observatoire social européen et donc a aussi une grande vision sur l'histoire du bilan social et qui travaille sur les questions donc de relations entre protection sociale et changement climatique. Philippe, la parole est à toi. Merci. Donc je ne suis évidemment pas Max Koch, l'auteur de la contribution, mais nous avons en commun la référence à Ian Goss, et pour ceux qui lisent l'anglais, son bouquin sur le lien entre changement climatique et État-providence est sans doute le meilleur de ce qu'on a pour le moment en stock. Donc je commencerai par ce qui me semble être une bonne nouvelle. Vous ouvrez Le Monde, vous ouvrez Libé, et vous trouvez des articles cette dernière semaine, effet des Gilets jaunes, très élaborés sur les questions environnementales et sociales. Tout d'un coup, ce n'est pas les deux chroniqueurs, c'est des choses, et j'avais dit en provocation à Max qu'il y avait 15 académiques qui s'en occupaient, mais quand j'ai regardé Le Monde, je me suis dit, ok, on va en rajouter quelques-uns, ça ne fait pas 200, mais il y a l'air d'avoir un mouvement. Quand on voit en Belgique qu'on a eu une manifestation pour le climat, au moins 80 000 personnes, certains disent plus parce que les gens étaient bloqués dans les gares, donc il se passe quelque chose, on est dans un momentum. Ça, ce serait l'optimisme. Et puis, on lit en même temps, il y a un documentaire qui raconte qu'il y a 40 ans, on savait déjà exactement, les scientifiques avaient les mêmes évidences, c'est un truc assez de base, du point de vue scientifique, l'effet de serre, que le monde politique global avait failli être convaincu. Et on se dit, mais ça fait 40 ans, on sait, les politiques étaient liées c'était au moment du GIEC, pré-GIEC et GIEC, la construction, ça fait 40 ans qu'on n'avance pas. Peut-être qu'on est moins loin qu'on pense, ou remettons ça en contexte, ce moment qu'on a l'air de vivre, de basculement, d'urgence, etc. Puis je reçois par email une note de Philippe Defebvre, qui est un économiste et écologiste, qui essaye d'analyser la consommation. Et la première chose qu'il nous montre en Belgique, petit territoire, c'est que depuis 15 ans, on a 1 million de voitures en plus. On est passé de 4 à 5 millions. Donc on a tout un discours. Tout le monde va discuter les mobilités douces, les trottinettes qu'on a, les scooters, les voitures partagées. On a 1 million de voitures en plus. Ça, c'est la réalité. On n'a pas simplement 1 million de voitures en plus, on voyage beaucoup plus. Et en avion. Et on a beaucoup plus de smartphones qui consomment un max d'énergie. Et on a beaucoup plus de séchoirs qui consomment un max d'énergie. On se dit, oh, on a plein de discours sympathiques. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais il y a 1 million de voitures en plus. Et ça, c'est les faits. Donc, il y a là aussi, je pense, on est dans un moment où il y a un momentum. Mais quand on regarde les évolutions, on est absolument très loin, tant au point de vue des idées, d'avoir fait énormément de progrès, tant au point de vue de prendre des mesures rationnelles par rapport aux enjeux, de les avoir faites. Alors, je pense que la seule question qui est intéressante, moi je suis politologue, et c'est une question qui n'est pas facile, évidemment, c'est comment est-ce qu'on change une société? C'est la seule question intéressante, finalement. On sait quelque chose, et je reviendrai de façon plus structurée, comment est-ce qu'on change une société? Et c'est assez intéressant aussi de remarquer que ce débat devient aussi un débat dans lequel on s'interroge sur le type de démocratie qu'on a. Le nombre de gens qui disent maintenant c'est magnifique, les ONG vont dans les cours et les tribunaux vont mettre en demeure les gouvernements de faire quelque chose. Ok, mais c'est une forme de démocratie assez intéressante. Ce n'est pas la forme classique de démocratie. Le nom, la dernière fois que j'ai vu Dominique Méda, qui est une des personnes parmi les 15 qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, elle a dit, est-ce qu'on ne doit pas aller dans une forme de rationnement obligatoire? Puis j'ai rencontré quelqu'un
à l'UNIF qui a dit, mais j'ai des étudiants qui travaillent sur les rationnements en dehors des guerres. Hein, et la fameuse phrase du gars du New York Times qui disait si l'Amérique pouvait être la Chine pour un jour, c'est-à-dire une dictature, prendre toutes les mesures et puis revenir à la démocratie. Hein, mais c'est assez intéressant, c'est comment on change la société, qui est à mon avis la question qui nous est posée, et les réponses commencent à être un peu inquiétantes. Si on doit se dire on doit être la Chine pour un jour, bon, ok, dictateur bienveillant, ça existe. Donc, ça existe. C'est ce que les Romains faisaient quand il y avait un temps de crise et de guerre, ils avaient un dictateur bienveillant. Donc, le point que je pense qui est le premier, c'est parce que je suis toujours frappé, c'est que le phénomène est indiscutable et dans la durée, et c'est que toutes les données qu'on a, à chaque fois, sont plus inquiétantes. Elles ne sont pas tellement plus inquiétantes sur les niveaux, parce qu'en fait, c'est un exercice, le GIEC fait un exercice de probabilité. Si on est à 450, alors il y a une probabilité de 66% qu'on soit à 2 degrés. Et la fois suivante, c'est si on est à 450, il y a une probabilité de 75%, 75% qu'on est à 2%. Et chaque fois, ce qui bouge dans les hypothèses, c'est que les 4 scénarios, la probabilité d'aller vers le haut augmente. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc on voit que plus la science avance, plus les mêmes hypothèses donnent des intervalles inquiétants. Et je pense que c'est très différent de la façon dont on présente la question. Deuxième élément, c'est une question complexe et multidimensionnelle. Et généralement, on s'arrête à la question de l'énergie. On dit, mais c'est fantastique, la Suède est passée à énergie 100% renouvelable comme le Costa Rica. Okay. Mais la Suède apporte la moitié des biens de la Chine qui fonctionne encore à plus de 50% au charbon. Donc je veux dire, l'énergie est une partie, mais ce n'est pas tout. Aussi importante que l'énergie, c'est l'agriculture et l'alimentation. Qui en parle un peu plus maintenant? Troisième élément, c'est la consommation, mais c'est la démographie. Ça, c'est des maths simples. Si on augmente la population de 50% et que les gens deviennent plus riches, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est que Trump a arrêté de s'occuper d'énergie solaire, dans laquelle, de toute façon, les Américains investissent parce que c'est moins cher, donc c'est juste du capitalisme, ou qu'il a arrêté les subsides en Afrique, sur tout ce qui était planning familial, les choix ou éducation. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un très bon bouquin dont je trouverai le nom exact parce qu'il est sur ma table de chevet, mais je suis tout à fait dyslexique sur les noms des auteurs, qui a pris les 100 mesures qui étaient efficaces pour le climat. Et ce n'est pas l'énergie qui est la plus efficace. Dans les 100 mesures, le numéro 3, c'est l'éducation des filles, si on prend au niveau global. Parce que ça donne la possibilité aux gens de choisir quand elles vont se marier, plus ou moins le nombre d'enfants qui vont. Et si on prend un calcul en termes de CO2, c'est beaucoup plus efficace que se mettre quelques panneaux solaires pour son chauffe-eau. Numéro 55. Même les voitures, ce n'est pas quelque chose d'autre. On a là une distorsion de réalité, de s'occuper de choses qui sont importantes, mais généralement marginales, et de ne pas s'occuper de choses qui sont extrêmement importantes, mais effectivement, la démographie est une question extrêmement complexe. C'est-à-dire, c'est d'essayer, et dans lequel on évitera évidemment toute tentation morale sur des comportements. Donc, je pense que c'est complexe avec des communautés qui ne se parlent pas. Parce que ce qui est clair aussi, ce qu'on regarde, je veux dire, les gens qui ont, il n'y en a pas beaucoup, qui sont écologiques, des sciences dures, qui essayent de parler du social, ils n'ont pas lu grand-chose. Hein. Ils ont lu un peu le minimum pour essayer d'avoir une couche sociale. Et ceux du social qui, tout d'un coup, vont parler des inégalités écologiques, finissent par ressasser Sen et Capabilities, qui sont leur fonds de commerce de la philosophie. Donc, je veux dire, en même temps, si on veut vraiment... Non, il faut être sérieux. Si on veut vraiment viser une certaine transversalité, c'est-à-dire qu'on doit penser différemment, et c'est-à-dire qu'on doit faire quand même un sérieux effort intellectuel pour comprendre, ne fût-ce que les technicalités des deux approches. Et je pense que là, on a vraiment beaucoup de boulot. Le troisième point, je pense que c'est une question différente des autres, et j'ai fait dans un autre papier
en disant on n'a qu'un futur et donc on doit penser la révolution numérique avec la révolution climatique. Mais quand on parle de la révolution numérique, vous avez le choix, c'est la 3e, la 4e ou la 5e. Okay? Donc si on est à 3, 4 ou 5, il y en a avant. Donc on a des leçons de ça. On sait ce qui s'est déjà passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on regarde le climat, où au mieux on arrive au petit Moyen-Âge où il y a eu un réchauffement pendant 100, 150 ans qui a permis une amélioration, mais c'était quand même il y a plus de 500 ans, soit on va ça a des milliers d'années. Donc on n'a aucune expérience historique de savoir ce qu'il faut faire. On n'a rien du tout. On ne peut pas se baser sur quoi que ce soit de l'histoire pour tirer des bonnes ou mauvaises leçons parce qu'on n'en sait rien. On est confronté à un problème dans lequel on a de l'histoire que de l'ignorance. Et ça ne nous aide pas évidemment à prendre des décisions et nous dire si on ne va pas dans cette direction-là, ça pourrait être une direction erronée. Donc ça pose la question des politiques. Quelle politique publique dans la durée, quelle va être la cohérence des politiques publiques et quel type d'institutions on devrait mettre en place. Parce que le point qui me semble le plus important, c'est qu'ici on n'est pas dans un problème classique de sciences politiques. Il y a deux coalitions, on gagne les élections et puis on regarde si la coalition qui a gagné a plus ou moins mis en place le programme sur lequel il était élu. On est dans une situation où on doit convaincre au minimum 80% des habitants du globe dans une période déterminée, c'est-à-dire dans moins de 50 ans si on est optimiste, dans moins de 15 si on est pessimiste, de changer de façon plus ou moins radicale des comportements. Et ça, c'est pas en gagnant une élection. C'est-à-dire, sinon on a une fois Trump et puis on a quelqu'un d'autre. Il y a une série de cohérents. Et je pense là aussi comment, si on revient à la réflexion, comment change-t-on une société? La science politique a beaucoup de défauts dans sa simplification. Elle s'est généralement pensée que jusqu'à 3. Mais on a fait des progrès sur le rôle des institutions. On sait qu'une institution est une consécration à un moment donné d'un rapport de force, et on sait qu'une institution va avoir des influences sur des comportements. Et on sait qu'une institution, si on va de façon un peu plus théorique, plus loin, et en même temps il y a du consensus et dissensus qui lui permettent d'évoluer, mais elle est théoriquement relativement stable. Donc je dis, si on pense la même chose, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on dit les institutions sont importantes, de quelle façon stratégique construit-on des institutions. Et là, c'est un point qui est assez intéressant parce que finalement, ça revient à la question dans laquelle on m'a rajouté sécurité sociale et vous demandez tous quand est-ce qu'il va nous parler de sécurité sociale. Peut-être vous avez oublié le titre. Et ça revient à ce qu'on a appris de la sécurité sociale. La sécurité sociale, quand on regarde de façon comparative, n'a pas nécessairement été faite uniquement par les partis de gauche et a été soutenue à un moment de guerre et de tension, après des expériences fragmentées, a été soutenue largement, y compris a été créée parfois dans certains pays par des partis socio-chrétiens. Donc je veux dire, ça nous apprend quand même quelque chose. Au moins, si on ne sait pas apprendre du climat, est-ce qu'on peut apprendre de la construction de la sécurité sociale qui, malgré tout ce qu'on dit, vous regardez les chiffres, elle ne s'est pas effondrée avec le néolibéralisme. On dépense peut-être moins que ce qu'on devrait, mais on n'a pas effondré non plus. Donc c'est une institution qui est relativement solide. Ce n'est pas quelque chose qui, comme la négociation collective, s'est effondrée dans certains pays. C'est décentralisé, c'est décentralisé. C'est moins bon dans beaucoup de pays, mais si on regarde les dépenses, c'est généralement plus élevé qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc je pense que là, on doit avoir une réflexion stratégique si on veut avancer par le blabla. Quel type d'institution est nécessaire? Ce qui nous pose une autre question qui est celle du consensus et du conflit. Je pense que c'est-à-dire on doit bâtir des institutions, on doit les bâtir dans la durée, mais comment est-ce qu'on fait? Et finalement, il y a deux approches, et c'est pris de façon, j'étais assez étonné, c'est un truc que ça fait 5 ans, j'essaie d'avancer là-dessus, mais dans l'article du Monde avec tout à fait d'autres auteurs, en disant l'avantage du consensus, je dirais le consensus va venir des milieux verts, parce que l'argument central va être généralement, mais regardez, la pollution touche tout le monde. Si vous avez des particules fines à Paris, eh ben, que vous ayez dans un arrondissement riche ou pauvre, vous avez les particules fines
plus ou moins. Donc, je veux dire, il y a un problème qui est global pour tous et tout le monde est concerné. Ça va être l'argumentation. L'autre argument, qui va généralement venir plutôt des gens qui s'occupent du social, un peu plus conflictuel, c'est dire où est l'ennemi. On ne fait pas des batailles. On fait pas des batailles s'il n'y a pas un ennemi, donc l'ennemi, ça doit être la multinationale, je sais pas, Macron, n'importe qui, mais il faut un ennemi pour souder un mouvement. Mais ça pose une question assez complexe, c'est dire quelle est une stratégie là-dedans. Parce que moi, j'ai plaidé, c'est aussi c'est au petit matin avec Éloi Laurent, pour dire faisons des tables de consensus et reconnaissons où sont les conflits. Mais les conflits, c'est au-delà de regarder les conflits soft, c'est quelle est la logique que certaines personnes qui ont des avantages à un système vont perdre leurs avantages. C'est ça le conflit. Pourquoi les riches accepteraient une taxation pour sauver la planète, plutôt que faire une petite enclave dans laquelle ils se sentiraient ou acheter une partie d'île. Si je suis riche, j'achète plutôt une petite île aux Bahamas, plutôt que payer, c'est une option qui est assez rationnelle, que payer plus de taxes. Donc on a là effectivement la montée en puissance du conflit. On est tous en disant on va changer, mais pourquoi les gens qui ont et qui bénéficient vont changer? Et ça, c'est aussi la théorie du changement. On peut dire blâmer, on peut trouver différentes théories en sciences sociales, mais si on n'approfondit pas le sujet, si on évite le sujet, je pense qu'on n'avance pas beaucoup non plus. Alors, c'est presque fini. Le suivant. Qu'est-ce que ça nous donne? Et je reviens une deuxième fois en boucle sur les deux questions qui étaient posées, la sécurité sociale. Et non, il y a un autre point que je voulais adresser. Il y a la question, avant ça, de la durée et l'articulation. Donc, je pense que sur la question de la durée et l'articulation, avant, et c'est ce que Jan Goss propose dans son bouquin, ce que j'ai aussi proposé en 2 étapes, que Max reprend aussi, en disant qu'il devrait avoir différentes étapes. Grosso modo, on n'a pas un rapport de force pour faire des changements radicaux. On doit avoir une première étape plutôt de capitalisme vert, sachant que ce n'est pas suffisant, pour passer dans une étape suivante à quelque chose de plus radical, parce qu'on verra bien que le capitalisme vert ne permet pas d'arriver aux objectifs suffisants. Je pense que toujours c'est correct comme analyse, si on regarde la capacité des acteurs, parce que la question, évidemment, n'est pas d'être héroïque et d'être décroissant tout seul, c'est juste ridicule. Enfin, je veux dire, c'est très beau pour soi-même, mais je veux dire, c'est pas la solution, bon, j'y arrive, 5 minutes, du problème. La question est de voir comment on fait basculer des institutions, comment on fait basculer des organisations, comment on change des comportements. Ce qui me fait dire que finalement, on devrait avoir une stratégie, on pense stratégiquement, qui allie 3 groupes, 3 façons de penser, sachant que les 3 sont pas suffisantes et qu'ils ne doivent pas se complaire dans leurs limites ou dans le penser que ça peut suffire, mais donnent des mécanismes à différents niveaux, donc qui ne sont pas de même niveau mais de façon volontaire, et qui doivent s'articuler dans le même temps. Le premier, je pense que c'est changer la façon dont les organisations ou les territoires font quelque chose. Donc la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce que la MSH a un plan de soutenabilité? Oui. Il ne faut même pas de tri. Voilà. Donc, je veux dire, tout le monde ici dit c'est la question future. On a ici une université, enfin, c'est pas une université, je ne vais pas rentrer, je vais me perdre dans les subtilités du système français, mais des institutions de premier plan avec des gens extrêmement cultivés, conscients des enjeux, incapables de donner le moindre exemple, de dire, parce que ça va être conflictuel quand vous allez dire plus de viande ou des trucs locaux où on arrête le coca ou le machin chouette, ça coûte plus cher. Donc, je pense que sur ces territoires, sur ces organisations, pas institutions, organisations, si on n'arrive pas à faire bouger, sachant que c'est pas parce qu'on n'a pas acheté 3 papiers qu'on adresse la question, mais parce que institutionnellement, on se met dans une dynamique organisationnelle
qui nous permet d'apprendre des leçons et qui nous permet de généraliser pour la suite. La deuxième est celle du capitalisme vert. Je tourne ça dans tous les sens. Je veux dire, je ne vois pas comment, sans des investissements massifs, on n'y arrive pas. C'est le plan, il y a Gaël Giraud qui fait une autre conférence sur un tout autre sujet, mais a proposé parmi d'autres en France un grand plan d'investissement. Mais là où on a quelque chose qui est, si on regarde, tu me donnes 2 minutes en plus, c'est très intéressant. Si on regarde stratégiquement, quel est le leader du changement climatique? C'est qui? La Chine, évidemment, c'est la Chine. Et dans le bouquin, qui n'est pas terrible, mais il a cette fulgurance sur les terres rares, un journaliste du monde diplomatique, il explique en fait qu'est-ce qui se passe. C'est le monde occidental, on avait le leadership de la logique de la deuxième ou troisième révolution industrielle autour de l'automobile, le pétrole. On contrôle le pétrole, on contrôle l'automobile, on contrôle tout ce qui est les biens qui sont liés. Okay? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les Chinois contrôlent les terres rares, contrôlent les batteries. Il n'y a plus un seul constructeur européen. Ils sont en train d'éliminer d'ailleurs les Japonais pour le moment. Donc vous regardez. Les voitures, ils en produisent 1 million, tandis qu'on en produit 14. Un peu plus, mais ils sont dominants à des prix moins chers. Donc ils sont en train, si vous regardez la stratégie de la Chine, d'être la puissance dominante du XXe siècle sur les technologies vertes. Ce qui veut dire que le changement, c'est une des complexités même du capitalisme européen, c'est quoi le Trump? On peut lire Trump étant, il veut rester dans le vieux capitalisme américain, en disant je refuse de voir que le monde a changé, je vais rester, j'essaie de rester dominant dans mon vieux capitalisme où c'était moi qui maîtrisais le pétrole en Arabie Saoudite, quand le pétrole en Arabie Saoudite était important, tandis que maintenant c'est le cobalt au Congo qui est beaucoup plus important. Donc je veux dire, on a là un troisième élément, c'est évidemment de réfléchir à la radicalité et de voir comment cette radicalité puisse s'articuler avec les autres. Je développe pas plus bas. Alors, 1 minute pour terminer, puisque c'était le sujet. J'ai fait toutes mes digressions, je reviens à mon sujet. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut faire la guerre au climat. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des risques. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des changements. Qu'est-ce que ça nous évoque? 1, 2, 3. La protection sociale. Gagné. C'est ça. Hein? C'est la guerre, les risques, le changement. C'est ça. Quel est le but de la protection sociale? C'est faire ça. Si on simplifie, je vous ai dit que j'étais politologue, donc j'étais 1, 2, 3. Hein? Hop. Et j'ai un peu piqué l'idée à Éloi Laurent, donc je lui rends. Et je pense que c'est ça qu'on doit réfléchir. Dans des transitions, en quoi la sécurité sociale est utile? Elle a assuré des risques dans des périodes de changement et dans des moments d'extrêmement violence qui était la guerre. Et on a une sorte de guerre larvée qui est plus difficile à voir, mais qui est importante. Où l'Europe est importante. Parce que c'est la seule chose qu'elle a réussi à faire jusqu'à présent. Pascal l'a dit avant. Qu'est-ce qu'est la chose que l'Europe a réussi de façon fantastique? Dans les années 50, on ouvre des frontières, on met en concurrence des pans de l'économie, on change complètement le modèle productif européen. Il y a un fonds social qui compense les perdants, qui est doté de ressources suffisantes pour que les perdants soient compensés et que finalement les années 60 et les changements radicaux dans les structures productives des années 60, comme on devrait avoir des changements radicaux maintenant, se passent bien. Donc l'Europe, en fait, a réussi quelque chose qui est la logique maintenant de lui redonner. Pourquoi l'Europe ne sait pas, à part pour les dépendances de ce sentier, j'ai terminé, faire autre chose, faire ça en partie parce qu'elle continue à subsidier des choses sectorielles, etc. Mais s'il y a un projet européen, je pense que c'est le seul projet dans lequel il y a une réussite indiscutable de différentes transitions territoriales et ça pourrait être peut-être plus emballant que le pilier social, mais ça c'est mon programme. Merci. Merci beaucoup Philippe.